le projet dont on parle, c'est un projet qui s'appelle « Collaboration efficace entre patients et professionnels de la santé ». Le site qui va être disponible au cours de l'année s'appelle « Discutons santé ». Et puis, c'est une collaboration entre le groupe québécois Actimenu, que plusieurs d'entre vous connaissez sans doute pour la publication de dépliants informatifs sur les bonnes habitudes de vie, les risques cardiovasculaires. Il y a Mélanie Giroux qui est de Actimenu ici, qui est étroitement liée au projet et qui est ici ce matin. Et j'arrive à mes amis d'un peu plus loin. Et c'est une collaboration entre des membres de l'équipe de recherche, soit moi et Claude. Donc, on a mis nos expertises en commun pour ce projet-ci. Alors, comme c'est d'habitude, on parlait de conflit d'intérêts tantôt. On doit indiquer, Claude et moi, que nous avons reçu des honoraires de la compagnie AstraZeneca pour la préparation et la présentation. Alors, mes collègues, M. Renaud d'AstraZeneca, merci beaucoup. C'était la façon pour Astra de soutenir l'activité et soutenir le congrès. Alors, on vous remercie beaucoup. Et puis, donc, ça maintenant, c'est fait. C'est les objectifs de la session. On veut vous présenter l'argumentaire pour le développement de ce site-là. Un site qui est conçu pour la préparation de la visite chez le professionnel de la santé. Je vais peut-être m'échapper à certains moments puis parler du médecin, mais pour moi, c'est clair que c'est le médecin, le pharmacien, l'infirmière ou tout autre professionnel de la santé, aider les patients à se préparer à leur visite. Ensuite, on va décrire la structure du site Web qu'on va mettre à la disposition des patients, qui inclut, et c'est ça qui est l'originalité du site Web, qui inclut une formation à la communication pour aider les patients à s'exprimer lorsqu'ils arrivent face à un professionnel de la santé. On va démontrer les fonctionnalités du site Web Discutons Santé et Claude va surtout faire ces deux parties-là. Et puis, on va vous présenter les stratégies de validation sur lesquelles on est en train de travailler. Parce que c'est une chose de développer le contenu du site, et Dieu sait, Mélanie, qu'on a travaillé très fort depuis les 6 derniers mois, mais il faut savoir si les utilisateurs vont avoir intérêt à l'utiliser, s'ils vont avoir des difficultés à l'utiliser. Et puis ensuite, on veut essayer de voir aussi comment est-ce qu'on peut introduire un site comme celui-là dans les milieux cliniques, là où les patients consultent. Alors, quand on parle de l'argumentaire, on parle du contexte dans lequel le développement de ce site-là s'inscrit. Et puis, on a obtenu, Actimenu et l'équipe de recherche, une subvention du programme Santé des populations. Et puis, ce programme-là était dédié à la gestion des maladies chroniques. Donc, le site qu'on vous présente aujourd'hui, on est toujours dans le giron de la gestion et du suivi des maladies chroniques. Donc, c'est le modèle bien connu de Wagner et collaborateurs dont les éléments à la base de son système multidimensionnel, c'est d'avoir des patients activés et informés qui interagissent de façon productive avec des équipes de soins qui sont proactives et qui impliquent les patients. Donc, ça, c'est la base du Chronic Care Model. Et puis, notre projet à nous se situe justement dans les fondements du Chronic Care Model. L'autre chose qu'on a comme contexte également, et ça, c'est un graphique que Claude a développé suite à nos travaux, puis on a publié ça dans la revue Canadian Family Physician en 2008, où on a essayé de montrer sur un graphique les différents types de relations que les professionnels de la santé et les patients peuvent développer dans différents contextes. Alors, en anglais, on a appelé ça « One shoe doesn't fit all ». Alors, parce qu'on croit que selon la gravité de la maladie, selon si le problème est aigu ou chronique, il va y avoir des adaptations nécessaires des types d'interactions entre les professionnels. Puis bien sûr, dans les maladies chroniques, sur une coordonnée de collaboration qui augmente, de partenariat, bien, les maladies chroniques dites stables, qui ne nécessitent pas une hospitalisation, bien, habituellement, ce qui est démontré, ce qui fonctionne, c'est des interactions de type partenaire,
où les gens discutent ensemble et où le médecin, à la limite, ou un autre professionnel peut devenir un facilitateur des auto-soins du patient. Donc, on n'est pas dans le registre de l'expert prise en charge, comme à l'urgence, par exemple, si quelqu'un arrive en détresse respiratoire, on ne commencera pas à discuter, dites à n'importe quel médecin d'urgence, on n'aura pas une longue discussion sur ce qu'il y a à faire. Le médecin va opérer, puis le patient va être très content de savoir qu'il y a un médecin qui prend charge. C'est tout à fait approprié. Mais ce même patient-là, si vous le revoyez pour son suivi de diabète en clinique, 3 semaines ou 6 semaines plus tard, si vous lui tapez la main et vous lui dites « on va prendre soin de vous », ça ne va pas l'aider beaucoup dans le suivi. Donc, on se situe vraiment dans le cadre de la gestion des maladies chroniques et des relations de partenariat. Évidemment, à la faculté de médecine, à la faculté de pharmacie, à la faculté des sciences infirmières et tous les autres intervenants, on forme nos professionnels. Mais on oublie des fois qu'il faut aider nos patients à adopter un rôle plus actif dans le contexte de leur consultation. Alors, Discutons Santé, c'est une façon d'aider nos patients à devenir plus actifs dans la consultation. Donc, CEPS, la petite histoire de ça, c'est que Claude et moi, on a été chercheurs principaux dans une étude qu'on a faite dans le contexte anglophone en Ontario en 2008 et 2011, qui s'appelle Talking Health Together, donc un peu Discutons Santé. C'était une recherche qui visait l'évaluation d'une intervention éducative web, un e-learning, pour améliorer la communication des patients atteints de maladies chroniques. C'était un essai clinique randomisé où ce qu'on a regardé, c'est qu'on a regardé les soins usuels, aucune intervention auprès du patient. Ensuite, on avait un groupe de patients qui avaient la formation web pour leur apprendre à mieux communiquer. On avait un troisième groupe de patients où les gens faisaient la formation web, mais c'était augmenté, optimisé, potentiellement optimisé par un atelier interactif mené par une infirmière formée. Alors ça, c'était la structure du THT original. On a randomisé au-delà de 300 patients, puis il y en a 221 qui ont terminé l'étude. L'intervention dont on vous parle, l'intervention web, était basée sur des travaux d'un chercheur sociologue américain qui s'appelle Don Segala, qui est de l'Université d'Ohio. Et lui a mis de l'avant une intervention qui s'appelle PACE en anglais. PACE, pour les gens qui parlent anglais, ça parle de rythme aussi. C'est un acronyme, mais ça parle aussi d'un rythme de consultation. Puis le PACE, c'est Present ou Prepare, Ask pour poser des questions, C pour Check, vérifier quand on ne comprend pas ou que quelque chose n'est pas clair, de ne pas être gêné de le faire. Et E pour Express, c'était exprimer nos préoccupations, nos angoisses par rapport à la question des maladies chroniques. Alors, c'était ça l'intervention qu'on a développée. Et puis, ça visait, selon la littérature, ça visait à favoriser la participation active des patients en consultation. Ça favorisait le rappel des informations qui étaient discutées. On dit que ça améliore l'adhésion des patients à leur traitement chronique. Ça supporte leur capacité d'auto-soin. Et puis finalement, bien, ce qu'on espère tous, c'est l'atteinte des cibles sur lesquelles on s'est entendu pour améliorer la santé des patients. Évidemment, c'est bien ambitieux de vouloir présenter ou prouver tout ça. Mais quand même, je ne vais pas vous ennuyer longtemps avec ça, mais ça, c'est un exemple de la cartographie des communications qu'on a pu établir suite à l'exposition à la démarche e-learning ou e-learning plus workshop. Alors, on avait 3 thèmes, par exemple, dans la discussion des médicaments. Pour l'hypertension, le diabète et le cholestérol, on avait 3 thèmes où on voyait des différences entre les groupes suite à la formation. L'attitude vis-à-vis du médicament, et on sait que ça, c'est une grosse barrière à l'adhésion. Quand il faut parler de nos angoisses ou nos difficultés à prendre un médicament. Vous savez, docteur, j'aime pas ça prendre du chimique, moi. J'aime pas ça. Les instructions et le dosage. Si quelqu'un ne comprend pas bien c'est quoi le dosage requis, à quelle fréquence, quel moment de la journée à prendre avec ou sans nourriture, ça peut être problématique pour le contrôle de la maladie. Puis finalement, la discussion de l'adhésion. Hein, de discuter de l'adhésion comme problématique de façon explicite. De ne pas prendre pour acquis que parce qu'on a prescrit un médicament qu'il y a une adhésion. D'accord? Donc, pour ces 3 thèmes-là, on a vu que
Le petit graphique ici, il a l'air compliqué, mais il est très simple. Tout ce qui est en haut de la ligne au point 0 ici, ça nous dit que c'est le docteur qui contrôle puis qui initie la discussion. Tout ce qui est en bas, c'est le patient. Tout ce qui est à gauche est plus des monologues développés par une personne. Plus ce qui est à droite, on commence à dialoguer, on commence à avoir des échanges. Fait qu'on voit, par exemple, pour les attitudes vis-à-vis des médicaments, dans le groupe des soins usuels sans intervention, c'est docteur contrôlé, docteur monologue. On arrive à notre e-learning, beaucoup plus de patients qui ont initié la discussion sur leurs attitudes et ça a été discuté, on se rapproche un peu plus du dialogue. Alors, pour tous les thèmes, on a quand même trouvé qu'il y avait des bonnes distinctions entre la formation et l'absence de formation. Alors, finalement, les patients qui ont suivi la formation ont posé plus de questions, ont présenté leur façon de façon plus concise, ils ont initié plus souvent la discussion sur différents thèmes, puis ont participé à ces discussions-là sous forme plus d'échanges que de monologues. Et ça, sans augmenter la durée de l'entrevue. La durée moyenne des entrevues en Ontario pour ce projet-là, c'était d'environ 10 minutes. Les médecins avaient très peur que si on donnait la parole aux patients puis qu'on les formait, qu'on ouvrait une boîte de Pandore puis que ça allait prolonger leur consultation. Ce n'est pas le cas. Les patients formés ont pu faire mieux en le même temps que d'habitude. C'est grâce à Santé des populations, maintenant, riche de cette expérience-là, qu'on nous a suggéré de déposer un projet de recherche. Et c'est là que notre partnership avec ActiMenu a commencé. On était très contents d'avoir une subvention substantielle pour essayer d'adapter le site THT qu'on avait développé en Ontario, ici au Québec, et de le rendre disponible pour nos patients. Dans le fond, vous pensez qu'il y a pas mal de choses à faire. Moi, je pense que dans nos pratiques habituelles, si on ne fait pas ce que vous faites dans votre clinique, je vais aller juste un petit peu plus vite, puis je vais revenir ici. Moi, c'est ça que mes patients m'apportent. Quand j'ai un patient qui m'apporte, j'ai la permission de mes patients, j'ai scanné des vrais papiers que les patients m'ont apportés depuis quelques semaines. Et puis, ça, c'est monsieur et madame tout le monde, puis ils arrivent avec leurs petits papiers, puis regardez ce qu'ils écrivent dessus. Alors, on regarde la liste des choses souhaitables. Hein, on a parlé des raisons de consultation, des antécédents, de la liste de problèmes, les symptômes actuels, les chiffres de tension artérielle. Alors, ça, c'est le genre de papier qui est habituellement gros comme ça, tout petit, et puis c'est des hommes, des femmes. Il n'y a pas, je ne vois pas plus de femmes m'apporter des papiers, mais c'est un micmac de toutes sortes d'affaires. C'est pas organisé, bien sûr. C'est pas leur job de l'organiser. C'est peut-être notre job de les aider à l'organiser. Ça, c'est quelqu'un ici, là, à droite, là, une petite fiche. C'est une personne qui était professionnelle, qui est à la retraite. On voit déjà que c'est plus organisé par problème. Hein? C'est la thyroïde, c'est l'hémorroïde, l'hypome. C'est déjà quelqu'un qui a pas mal de vocabulaire et qui a une histoire dans nos consultations. Ça ici, c'est quelqu'un qui veut me faire un peu un suivi de ce qui est arrivé depuis la dernière fois. Mais c'est pas pareil, là, puis j'ai pas toutes les informations. Voyez-vous des médicaments là-dedans? Je suis souvent obligée de leur demander, avez-vous votre petit relevé de la pharmacie? De plus en plus, ils l'ont dans leur porte-monnaie, mais là, tu ouvres la sacoche, tu vas l'ouvrir, ça prend 3 minutes, tu attends, puis là, tu le mets, puis des fois, c'est pas la bonne date parce que ça fait déjà 6 mois qu'ils l'ont. Alors, moi, là, dans ma pratique de tous les jours, c'est à ça que je fais affaire. Fait que, discutons santé, on veut essayer d'aller plus loin que ça. Discutons santé, comme on disait tantôt, ça agit à ce niveau-là du Chronic Care Model. Puis on a 2 parties dans Discutons santé. On a la partie qui s'adresse aux patients qu'on vous présente aujourd'hui, qui est le pivot, on va y revenir, et le carnet de santé plus traditionnel. Puis il y a la partie pour les professionnels de la santé qui s'appelle SIM, mais dont on ne parlera pas du tout aujourd'hui, parce qu'on n'a pas le temps. Fait que notre approche, c'est d'aider le patient à optimiser ses rencontres avec ses soignants. Puis
que le soignant, faut que notre patient comprenne que le soignant a besoin d'un certain nombre d'informations pour poser son diagnostic, puis choisir un traitement approprié et adapté, et qui ont un rôle là-dedans pour bien utiliser les 15-20 minutes qu'ils ont ensemble. Parce qu'ils n'en auront pas beaucoup plus. On est tous vite d'être organisés et d'aller dans le même sens. Puis je vous entendais parler tantôt, ça ne veut pas dire qu'il ne peut pas y avoir d'autres choses qui est amenées sur le sujet. Hein? Ça va. Puis il faut donc préparer et aider le patient à fournir l'information recherchée. Alors, lui doit comprendre ce qui est utile comme information par le professionnel, puis il doit être capable de le formuler, minimalement. Alors, comment est-ce qu'on a essayé d'aider le patient à faire ça? Alors, on l'a préparé avec ce qu'on appelle l'approche pivot, savoir comment préparer et présenter son information, comment s'informer, pour poser des questions, c'est le PACE en français, vérifier quand il ne comprend pas. Vous savez, les patients nous font ça. Il y a des méthodes très simples où on apprend au docteur à dire, pour m'assurer que je vous ai bien expliqué, pouvez-vous me répéter dans vos mots ce que vous avez compris? Parce que si vous leur demandez, avez-vous compris? La plupart des gens vont dire oui. Hein? C'est gênant de dire qu'on n'a pas compris. Puis, osez exprimer vos inquiétudes. On a un carnet de santé qui consigne beaucoup des informations dont vous parliez tantôt, les choses qui sont un peu statiques, déjà passées, les antécédents. C'est beaucoup ce qui existe sur le marché en ce moment, des carnets de santé que les gens sont appelés à compléter. Et en effet, il y en a très peu qui le font de façon systématique. Ça prend beaucoup de motivation pour faire ça. Alors, pour consigner les informations pertinentes et donner l'information, un guide pour préparer sa prochaine visite. Le carnet de santé, c'est mon histoire. Préparer ma visite, c'est qu'est-ce que je veux dire la prochaine fois avec Dr X, Y ou Z, ou avec mon infirmière au GMF. Alors, préparer une visite, des outils pour gérer ses rendez-vous et ses médicaments, consigner ses ressources, puis éventuellement une interface de cette information-là avec le dossier de son médecin. Que si je prends tout le temps comme patient de compléter ça, bien, ce n'est pas juste une petite partie d'information dans mon ordinateur personnel, mais que ça va être transférable au médecin et utilisable. Fait que ça, c'est l'esprit de Discutons Santé. Fait que là, je vais passer la pôle à Claude, qui va vous faire un petit walkthrough du site. Alors, essentiellement, je vais vous montrer comment on a transposé ces idées-là, les concepts qu'on a développés, comment c'était transposé de manière opérationnelle. Alors, ça va être assez technique. Alors, ça, c'est la structure de base. Quand le patient entre, il y a essentiellement accès à Pivot, qui est la formation, ou ses outils santé, et il y a une courte présentation du site. Et ça, c'est notre première, une fois qu'il est entré dans sa partie à lui, parce qu'il y a, comme vous avez vu très brièvement, il y a deux volets. Il y a une volet pour le médecin également, il y a une formation médecin. Et quand il a choisi l'aspect patient, c'est la première fenêtre auquel il a accès. Et on voit M. Blain ici, qui est le représentant des patients, qui a accepté de faire un mot d'introduction pour le patient. Alors, il peut choisir, évidemment, dès ce premier pas, là, il peut choisir immédiatement d'aller à ses habilités pivots, donc la formation, ses rendez-vous, sa préparation ou son carnet de santé. En tant qu'usager du réseau de la santé et des services sociaux, vous avez le droit de participer aux décisions médicales qui vous concernent. Mais mon premier conseil, gardez-vous en santé, vous et vos proches. De bonnes habitudes de vie, de saines habitudes alimentaires, faire de l'exercice font en sorte que vous resterez en santé. Si vous êtes un aîné, continuez à participer activement à vos activités dans la mesure de vos moyens. Cependant, si un problème de santé se présente, vous devrez avoir recours au service d'un professionnel de la santé. Pour de meilleurs résultats, vous devrez établir un lien de confiance avec lui ou avec elle. Vous devrez apprendre à communiquer efficacement avec le soignant. Vous êtes un expert dans votre domaine, le médecin l'est dans le sien. Pour que le rendez-vous médical soit à votre satisfaction et que le traitement qui en découle tienne compte de vos besoins, vous devez vous impliquer dans votre rendez-vous. En vous préparant, idéalement même par écrit. En vous informant, n'hésitez surtout pas à poser des questions. En vérifiant que vous avez bien compris l'information et les suites à donner. Et surtout,
en osant vous exprimer, même vos préoccupations. En jouant un rôle actif dans votre santé, vous serez à même de bénéficier pleinement de votre rendez-vous médical. Ce sera plus efficace pour vous et aussi pour le système de santé. Les soignants sont là pour vous accompagner, mais vous seul pourrez prendre en main votre santé. Voilà. Alors ça, c'est le mot d'introduction qui précède tout. Alors ensuite, la structuration de pivot, elle est assez systématique, comme vous voyez. Alors on reprend chacune des choses. Il y a du texte qui est associé avec présentation, explication. On a encore des exemples interactifs que je vais vous faire écouter. Mais la structure se répète essentiellement là, pour chacun des le P, le I, le V, le O. Monsieur Sanchez, 64 ans, a eu un diagnostic de diabète de type 2 il y a 4 ans. Il est suivi pour cette maladie chronique par son médecin de famille, Dr Cormier. Le fait qu'il doive consulter un médecin régulièrement a amené Monsieur Sanchez à développer ses habiletés pivots, qui lui sont très utiles pour des rendez-vous efficaces et satisfaisants. Écoutez cette capsule audio pour découvrir comment, lors d'un de ses rendez-vous de suivi avec Dr Cormier, Monsieur Sanchez a mis en application ses habiletés pivots. Bonjour, docteur Cormier. Bonjour, Monsieur Sanchez. On s'est vu la dernière fois, il y a 8 mois, pour un suivi de votre diabète. Tout était sous contrôle à ce moment-là. Comment ça va depuis? Eh bien, il y a 2 choses dont j'aimerais vous parler. La première, c'est que depuis quelque temps, mon taux de sucre est souvent plus haut que ce que vous m'aviez recommandé de maintenir. Avez-vous vos mesures de glycémie qu'on regarde ça ensemble? Oui, je les ai notées ici, dans mon carnet de santé, comme d'habitude. Tenez. Très bien, laissez-moi voir ça. Monsieur Sanchez a utilisé son habileté P. Il est arrivé à son rendez-vous bien préparé. Il a pris le temps d'identifier 2 sujets importants pour lui qu'il voulait discuter avec son médecin lors de ce rendez-vous. D'abord, le fait que ses glycémies sont souvent plus élevées que les valeurs souhaitables. Il a aussi annoncé vouloir discuter d'un 2e sujet qu'il présentera après avoir abordé le premier. Il a aussi pensé apporter les résultats de ses mesures de glycémie qu'il a prises, une information essentielle à transmettre au médecin pour que celle-ci puisse l'aider à gérer la situation. Alors, normalement, sur le site, bien sûr, il y a des images, c'est beaucoup plus fluide. Et puis, il y a également du texte, où il peut suivre le texte aussi. Alors, vous êtes prêts pour le I? En effet, je constate que vos valeurs sont souvent entre 7 et 9, surtout avant le souper et en fin de soirée. De plus, votre dernier résultat d'hémoglobine glyquée est à 7,5 %, ce qui est aussi un peu plus haut que ce que l'on souhaite. Comment expliquez-vous ça? C'est peut-être parce que je fais moins d'exercice et que j'ai pris un peu de poids. À part la baisse de vos activités physiques, est-ce que quelque chose d'autre a changé dans votre alimentation, par exemple? Non, je continue de faire attention, je triche un peu des fois dans les occasions spéciales, mais pas plus que d'habitude, il me semble. Et au niveau de l'activité, qu'est-ce qui s'est passé pour que vous en fassiez moins? Eh bien, il y a 3 mois environ, je me suis blessé au genou en faisant des travaux autour de la maison et depuis, je ne peux plus marcher longtemps ni faire de vélo. Ça fait trop mal. Et quand c'est arrivé, je suis venu à la clinique sans rendez-vous. J'ai passé des radiographies. On m'a dit que je n'avais rien de brisé. Le médecin m'a prescrit des médicaments à prendre quand ça fait trop mal. C'est tout. C'est ce que je fais, mais lorsque j'essaie de marcher un peu, la douleur revient. Avant, je marchais tous les jours, comme vous m'aviez suggéré. Je faisais au moins une demi-heure de marche rapide. Quand il faisait vraiment trop mauvais, je faisais du vélo stationnaire chez moi. Est-ce que le fait d'avoir arrêté de faire de l'exercice pourrait être la cause de mes problèmes de glycémie? C'est bien possible, en effet. C'est plate parce que je n'avais pas de problème avec mon diabète avant cet accident-là. Mais je ne peux pas recommencer à marcher, encore moins faire du vélo. J'ai essayé, c'est vraiment trop douloureux. Est-ce que je vais devoir prendre des médicaments? C'est vrai, vous avez toujours bien maîtrisé votre glycémie en étant actif et en mangeant bien. Si vous voulez, j'aimerais d'abord prendre votre pression, examiner votre genou et vous peser. Bien sûr. Après avoir transmis au médecin d'autres informations pertinentes, à savoir qu'il a cessé de faire de l'activité physique en raison de douleurs au genou, M. Sanchez met en application son habileté I. Il demande au médecin si cela pourrait être la cause de son problème de glycémie élevée et s'informe des solutions qui s'offrent à lui.
Votre pression est normale, mais vous avez pris 2,5 kg, 5 livres, depuis votre dernier rendez-vous. Pour votre genou, l'examen révèle une sensibilité de certains ligaments du côté interne de votre genou. Je crois que ce ligament a été étiré lorsque vous avez fait votre chute. Dites-moi, Monsieur Sanchez, est-ce que l'autre médecin que vous avez consulté vous a recommandé de faire de la physiothérapie pour votre genou? Non, juste des médicaments pour la douleur. Si vous êtes d'accord, je vais vous diriger en physiothérapie. Le physio vous fera des traitements pour diminuer l'inflammation dans votre tendon. Dès que la douleur sera mieux contrôlée, il pourra aussi vous aider à trouver des activités physiques appropriées pour vous, comme par exemple la natation. C'est important que vous recommenciez à être actif le plus rapidement possible. J'ai bon espoir qu'en reprenant votre niveau d'activité d'avant, ça vous permettra de retrouver la maîtrise de votre diabète. On pourrait se revoir dans quelques mois pour évaluer la situation. Si vos glycémies sont de nouveau sous contrôle, tant mieux. Sinon, il faudra sans doute envisager d'ajouter un médicament à votre traitement. Qu'est-ce que vous en pensez? Oh, si je peux recommencer à bouger, moi, je suis bien d'accord. En plus, ça va être moins déprimant que de rester là à ne rien faire. Je comprends, et c'est pas facile d'être immobilisé par la douleur. Voici, ça c'est la prescription pour la physiothérapie. Je suis certain que ça va vous aider. En attendant, vous pouvez continuer à prendre des antidouleurs au besoin. Donc, je prends rendez-vous en physiothérapie pour pouvoir recommencer à faire des exercices et je reviens vous voir dans quelques mois pour vérifier si mon diabète est sous contrôle. C'est ça? Dans combien de mois, au fait, est-ce que je dois revenir? Disons, j'aimerais que vous preniez un rendez-vous dans 3 mois et j'aimerais que vous ayez refait votre prélèvement sanguin pour l'hémoglobine glyquée. Bon, voici la requête pour le test. Est-ce que tout est beau comme ça? Monsieur Sanchez applique bien son habileté V. Il résume les recommandations du médecin pour vérifier s'il a bien compris et il demande des précisions sur son prochain rendez-vous de suivi. Excusez-moi, mais il y avait une autre chose dont je voulais vous parler, docteur. Ah oui, je vous écoute. Bien, depuis un bout de temps, les rapports avec ma femme, c'est plus comme avant. Comment dire? Je ne suis plus trop capable. Vous voulez dire que vous avez des problèmes d'érection? Oui, c'est ça. Ça m'inquiète parce que j'ai lu sur Internet que ça pouvait être une complication du diabète. Vous avez bien fait de m'en parler, Monsieur Sanchez. C'est vrai qu'il pourrait y avoir un lien. Ça pourrait être causé, par exemple, par des complications neuropathiques, mais... Qu'est-ce que vous voulez dire des complications neuropathiques? Ça voudrait dire que des nerfs seraient atteints par la maladie. Mais comme vous maîtrisez bien votre diabète depuis longtemps, je doute que ce soit le cas ici. Vous dites que l'érection est difficile, mais avez-vous quand même le goût de faire l'amour avec votre femme comme avant ou ça aussi ça a changé? Ben, avec mon genou qui me fait tout le temps mal, j'ai plus trop le goût de rien faire, à vrai dire. Ah, je vous le dis, j'ai pris un coup de vieux ces derniers temps. Vous me paraissez un peu dépressif. Ah non, pas vraiment. Bon, écoutez, ce que je propose, c'est que vous repreniez vos activités physiques avec l'aide du physio, que vous perdiez le poids en trop et qu'à votre prochain rendez-vous, on réévalue votre état de santé. On verra si le fait de redevenir plus actif vous aura permis de mieux maîtriser votre diabète, comme avant, et si vos problèmes érectiles et les symptômes dépressifs que je décèle aujourd'hui se sont améliorés. Le manque d'activité physique, ça peut jouer sur votre humeur. Est-ce que ça vous va comme ça? C'est très bien. Je pense moi aussi que d'être plus actif et de perdre un peu de poids, ça va me faire du bien. On se revoit donc dans 3 mois. Merci, docteur. Bonjour. Au revoir, Monsieur Sanchez. Monsieur Sanchez a osé s'affirmer en prenant l'initiative de revenir sur son deuxième sujet alors que le médecin semblait l'avoir oublié. Aussi, il a osé aborder de lui-même ce sujet un peu délicat, ses problèmes d'ordre sexuel. C'est une information importante parce qu'elle pourrait être le signe d'une complication du diabète. Elle a aussi permis au médecin de déceler un état dépressif possible chez M. Sanchez. Alors, ensuite, ce que le patient dispose, il dispose d'un ensemble d'outils. Un aide-mémoire pour chacun des différents professionnels, parce qu'il peut en voir plusieurs. Quand on souffre de multimorbidité, eh bien, parfois, on voit plusieurs professionnels différents. Son carnet lui-même. Ensuite, il peut préparer une rencontre, qui est une section spéciale pour l'aider à préparer sa prochaine rencontre. Il y a des ressources qui sont disponibles et il va y avoir des alertes qui vont être disponibles. Tout n'est pas encore implanté, mais ça va être le produit final va avoir l'ensemble de ces constituantes-là.
Alors, pour préparer une rencontre, ce qui est derrière ce que vous allez voir, la manière dont on l'a opérationnalisé, on a divisé ça comme ça. Il y a les nouveaux symptômes qui demandent une attention particulière et des informations particulières qu'il faut donner au médecin quand c'est un nouveau symptôme. Également, si c'est un rendez-vous avec un médecin connu versus un premier rendez-vous, là aussi, les informations qu'on a à donner changent, alors on guide le patient. Et quand c'est un suivi de problème, bien sûr, il faut parler différemment, encore une fois, à notre médecin. Donc, il faut avoir, par exemple, ses médicaments, on apporte la liste de nos médicaments, il apporte ses automesures, etc. Alors, vous voyez, c'est la manière, c'est le concept qui est en arrière. Vous allez voir maintenant comment on l'a opérationnalisé. Alors, normalement, si on commence par préparer une rencontre, il y a deux options qui s'offrent à lui. Ça va gérer mes rendez-vous. Donc, c'est des choses qui sont déjà rentrées. Il peut y retourner pour les gérer et préparer un nouveau rendez-vous. Alors, normalement, quand il va avoir rempli son rendez-vous, il va y avoir un calendrier qui va lui apparaître et chacune des couleurs indique soit un rendez-vous de nature différente ou avec un intervenant différent. Alors ça, c'est la première chose qu'on a créée pour l'aider à se retrouver, surtout pour les personnes âgées, dans une situation qui peut devenir extrêmement complexe. Alors, la première chose à faire, c'est qu'on rentre les détails de son rendez-vous. Ensuite, il y a les outils disponibles. Il y a un aide-mémoire qu'on va lui donner à la toute fin, quand il va avoir rempli l'ensemble des informations. C'est un aide-mémoire qu'il va pouvoir apporter avec lui chez son professionnel. Et il va y avoir un résumé pour chacun des professionnels. Ces alertes, les ressources, j'en ai parlé tantôt. Alors, si je regarde maintenant son carnet de santé, la première chose qu'on lui demande quand il s'agit d'un patient qui rencontre un professionnel connu, on lui demande quels sont les médicaments qu'il prend et qu'il a pris. Ça se rentre assez simplement comme ça. Il y a des questions, c'est des questions qu'on lui pose et ça, c'est le résultat de ses réponses à des questions. Donc, il n'y a pas à remplir un tableau Excel là, où il y a des petites cases. Alors, on lui pose la question et ça s'insère ensuite dans un tableau qu'il va pouvoir consulter. Ces problèmes de santé, c'est le même principe, mais là, c'est ce qui est actuel, quand est-ce que ça a commencé, à quel moment ça s'est terminé, puis s'il y a des commentaires. Les allergies. Alors, même chose, il y a des questions qu'on lui pose, et puis ça, c'est le résultat. Il doit mentionner à quoi. Dans mon cas, c'était les chats, les symptômes, la vitesse de réaction, c'est très important. Il y en a qui ont des allergies virulentes, alors il faut agir très rapidement. Et la gravité également. Est-ce que cette personne-là est susceptible que ça aille très mal, il faut l'amener à l'urgence, etc. Également, s'il y a eu des opérations, alors c'est ici, et à quel âge, s'il y a eu des complications, ses habitudes de vie. Alors là, on lui pose une série de questions qui fait partie de son carnet. S'il fait de l'activité physique, s'il a une alimentation équilibrée, s'il le maintien de son poids, etc. Sa taille, son tour de taille, et puis il y a une place pour faire des commentaires. Ça, on l'aide à répondre pour qu'il fasse une description ce que normalement le médecin va lui poser comme question. C'est toujours le schéma qu'on a en arrière. On se pose la question, quelle est l'information que doit savoir le médecin, et on aide le patient à donner cette information-là. Et les antécédents familiaux, alors les liens de parenté, s'il y a eu un problème de santé, l'âge du diagnostic, âge du décès, cause du décès. Alors, nous, on a passé beaucoup de mois à dire, bon, mais qu'est-ce qu'on va mettre dans ce site-là? Qu'est-ce qu'on garde du site Talking Health Together, qui est en anglais, qui était beaucoup moins élaboré que ça? On a réexaminé le site, on a vu ses faiblesses, on a dit qu'est-ce qu'il faut. On a raisonné sur qu'est-ce que ça prend pour le patient. Mais là, maintenant, le vrai test, c'est les usagers. Qu'est-ce que les usagers vont nous dire? Donc là, on passe en phase de validation de nos outils. Puis la première partie, ça va être de mettre dans des salles informatiques.
on a prévu là, 2 groupes de patients. On va choisir, ça va être, comme ils disent en recherche, purposeful sampling. On va prendre des gens qui sont habitués à l'ordinateur, d'autres qui ne le sont pas. On va prendre des gens avec des maladies chroniques, parce que le site est conçu pour des gens avec des maladies chroniques et pour des suivis. Et puis, on va les mettre devant l'ordinateur, puis on va les observer, on va les guider doucement, mais on va les observer en train d'explorer le site et on va recueillir leurs commentaires. On va être plusieurs à les observer. On va recueillir leurs commentaires sur leurs difficultés, les endroits où ça bug, les endroits où ils ont des hésitations. Fait que ça, c'est un premier niveau. C'est quand même qualitatif. Ça va être sur une quinzaine de personnes. Fait qu'on va observer leur comportement sur le site. Après la fin de la visite du site, on va les guider sous tous les onglets. Ils vont avoir un petit questionnaire individuel pendant lequel ils vont nous partager leurs impressions du site, ce qu'ils ont trouvé facile, ce qu'ils ont trouvé difficile, ce qu'ils ont trouvé aidant, ce qu'ils ont trouvé utile, des choses qu'ils n'utiliseraient jamais, puis que ça prend trop de temps, puis qu'ils ne rempliront pas. Ensuite, on va prendre les mêmes personnes qui étaient là. On les garde une demi-journée avec nous, puis on va les payer pour être là. On va les payer 75 $ de l'heure pour leur temps. On va les faire manger aussi un peu, comme on fait dans les focus groups. Puis on va échanger en groupe de 6 à 8 personnes sur leur expérience du site. Ah oui, toi, tu as trouvé ça? Ben non, moi, je n'ai pas trouvé ça. Et puis ensuite, on va enregistrer ça. Puis on va analyser pour trouver, vraiment faire une analyse synthèse des points forts, des points faibles dans la plateforme telle qu'elle est en ce moment. Puis en même temps, ça va être une bonne occasion pour nous de tester les outils promotionnels qu'on veut développer pour inciter les gens à visiter le site. Suite à ça, prioriser les modifications qui vont nous être suggérées parce que c'est certain qu'on va avoir une liste de modifications. Mais on va devoir les prioriser parce que les cordons de la bourse sont... le porte-monnaie, il n'est pas à l'infini, donc on va être obligé de prioriser. Et ça va se faire de octobre à décembre. Nous, on va déposer, les chercheurs, notre analyse à la fin décembre. Et puis, l'équipe à ActiMenu va avoir quelques mois pour intégrer les principales modifications pour cette version 1 de l'outil. Ensuite, on va valider l'outil. Ensuite, on va valider notre processus de diffusion dans des vraies cliniques. Donc, entre février et mai, j'ai 3 cliniques qui ont accepté de participer à des stratégies de diffusion. Alors, on va avoir un dépliant promo qui peut soit être remis par la secrétaire à l'inscription du patient. Ah, ben tiens, la clinique participe. On trouverait ça intéressant que vous alliez visiter ce site-là. OK? Ça peut être un dépliant remis par le professionnel, qui peut être l'infirmière GMF qui voit son patient atteint de maladie chronique, le médecin, le pharmacien du GMF, le psychologue, mais ça serait un professionnel qui dirait « Ben tiens, je pense que ce serait bon pour toi, ça. » Ou finalement, ça va être un présentoir, comme on a beaucoup dans nos cliniques, un présentoir puis un dépliant. Ça va être notre usual care, ça. Ça va être notre contrôle. Puis on va regarder finalement le taux des visites du site. On va avoir des façons d'identifier non nominales, mais de savoir de quelle clinique, avec le mot de passe, de quelle clinique ce patient-là vient, ou cette patiente-là. Puis là, on va voir le nombre de visites au site, le nombre d'onglets, la durée, comment les gens, et le nombre de questionnaires. Avant de sortir du site, même si on n'a pas tout fait le site, ce qui est probable, on a une visite, il va y avoir un pop-up qui va suggérer à la personne de nous donner ses commentaires du questionnaire facile à compléter. Ensuite, on va faire des groupes de discussion avec le personnel administratif et les professionnels des équipes où on a fait notre stratégie de diffusion pour voir c'était quoi les facilitateurs, c'est-tu faisable, c'est-tu pensable de faire ça à long terme, est-ce que c'est acceptable de le faire, ils ont-tu perçu que c'était utile, est-ce qu'ils ont eu l'occasion de voir des patients qui seraient allés sur le site. Donc, c'est très qualitatif à ce stade-ci, mais ça va être pour nous donner une idée. On va faire une analyse synthèse, et puis ensuite de ça, on va aussi demander aux professionnels c'est quoi les meilleurs outils de promotion à leur avis aussi. Fait qu'à la fin du mois de mai, juin l'an prochain, on devrait avoir une idée d'un test qu'on va avoir fait de cette première itération des outils. Ce qu'on souhaite après, bien évidemment, alors juste en conclusion,
Je pense qu'on a un cadre conceptuel des données probantes qui ont guidé le développement de notre site. Ce n'est pas un banal carnet de santé statique. Discutons santé, je vais au-delà, à notre avis, des sites similaires, mais à la disposition des patients, il y en a beaucoup, mais c'est plus que le carnet statique. Alors, je mets mes petits mots-clés. Ça aide le patient à préparer sa consultation. Ça lui donne l'occasion de concilier des informations importantes dans un format standard. Pensez à mes petits billets de patients avec des petites notes manuscrites. Et ça va lui permettre de au moins avoir des démonstrations d'habileté communicationnelle. On s'entend que pour vraiment former quelqu'un à la communication, il faudrait avoir des interactions, l'écouter, corriger, le faire pratiquer. Dans un monde idéal, c'est ce qu'on voudrait, mais pour ce projet-ci, on va quand même l'avoir sensibilisé au fait que s'il se prépare, ça devrait aller mieux. Fait que le lancement prévu, vraiment, il va être disponible, mais le vrai lancement, si je ne me trompais pas, c'était à l'automne 2014, en septembre. Puis nous, on pense déjà à l'après. Alors, comme je vous ai dit, on a une évaluation qualitative, mais là, je pense qu'on voudrait avoir une recherche en bonne et due forme où on évalue l'impact de l'utilisation de ce site-là par des patients atteints de maladies chroniques. On pourrait choisir diabète, hypertension, syndrome métabolique. Puis, évidemment, explorer la possibilité, dans certains milieux, de transférer les données de façon électronique. C'est terminé.